장남기는 신신나게인게 때문에 긴둥이데 전에 준비도 주면 한번 써라 다는 신기 에 À ceux qui suivent ces enseignements en ligne, aux communautés monastiques, lieux de refuge, constitués par les nonnes et les moines, de même que à tous les maîtres de la lignée, de même que aux amis du Dharma, femmes et hommes. À vous tous, je vous adresse mes salutations empreintes de souhaits de bon augure. Aujourd'hui, nous continuons l'enseignement sur les héritiers patriarches en général. L'importance de ces héritiers, elle est liée à notre histoire du bouddhisme. Par rapport à l'histoire du bouddhisme, c'est un fait important. Pourquoi? Après le parinirvana du Bouddha, jusqu'à l'apparition du roi du Dharma Ashoka, donc sur cette période qu'on estime entre 100 et 200 ans, suivant les différentes sources, c'est une période où le bouddhisme se développe depuis la région centrale de l'Inde. Pour couvrir les 4 directions du pays. En particulier, le roi Ashoka, donc au d'abord a fait beaucoup de guerres, mais ensuite, en voyant donc les horreurs des guerres, il a pris refuge dans les enseignements du Bouddha et il a contribué à l'expansion du bouddhisme en dehors des frontières indiennes. Donc c'est à partir du moment où le roi Ashoka donc, prend refuge dans les enseignements du Bouddha, donc sa contribution pour ces enseignements fait que le bouddhisme rayonne en dehors de l'Inde. À ce moment-là, on peut considérer le bouddhisme comme étant une religion mondiale qui rayonne bien au-delà de l'Inde. Et par conséquent, cette période entre le parinirvana du Bouddha et le roi Ashoka, donc il y a un certain nombre de générations. Et donc cette période constitue entre 1 et 2 siècles, ou juste un certain nombre de générations entre le parinirvana du Bouddha et l'activité du roi Ashoka pour le Dharma. Et pour comprendre donc cette période où le bouddhisme vraiment se développe, donc pour comprendre ça, donc on s'appuie sur les recherches du premier conseil, du deuxième conseil, du troisième conseil. Aussi, une autre façon, c'est de coordonner ça avec l'histoire des rois Bimbisara, Ajatasattu, et les rois de Magadha, et aussi au travers des biographies de Makasyapa, de Ananda et des autres héritiers patriarches.
Et aussi, pour citer le sutra de l'autolibération, le Bouddha dit, après mon parinirvana, il sera votre enseignement. Tous ceux qui ont obtenu la libération louent avec insistance cela à l'assemblée des moines. Donc là, le Bouddha parle dans cet extrait du Vinaya. Mais aussi, lors de son vivant, le Bouddha Shakyamuni a aussi invité Mahakasyapa à enseigner en lui offrant la moitié de son trône. Et par la suite, Mahakasyapa est devenu le premier héritier des enseignements du Bouddha, après le parinirvana du Bouddha. Et lorsqu'on réfléchit un peu, cette citation du sutra de l'autolibération et le fait que Mahakasyapa devient l'héritier patriarche, ça peut paraître un peu contradictoire. D'un côté, le Bouddha dit que après mon parinirvana, votre maître, ça sera le Vinaya, et d'un autre côté, il y a unanimement reconnu un représentant du Bouddha Shakyamuni qui est Mahakasyapa, qui est donc ce premier héritier patriarche. Et donc, donc une façon de, en fait, c'est pas contradictoire. Une façon de le comprendre, c'est que Mahakasyapa représente d'une certaine façon ce Vinaya. Et, et comme on l'avait évoqué la dernière fois, il y a ce récit que lors du vivant du Bouddha, le Bouddha même partage son trône et invite Mahakasyapa à enseigner. Et par la suite, il est devenu unanime ou évident que Mahakasyapa était le représentant, l'héritier pour préserver les enseignements du Bouddha. Et donc ça s'est fait, on va dire, d'une façon un peu comme naturelle. Vous savez, lorsque le Bouddha part en parinirvana, c'est comme son principal disciple qui, donc, naturellement, prend l'héritage ou la charge de préserver, de faire perdurer son héritage. Alors, comme on a dit, d'un autre côté, le Bouddha met en accent que le maître, c'est vraiment le Vinaya, et d'un autre côté, il y a donc cette succession de héritiers patriarches. Mais en fait, il n'y a pas de contradiction. Par exemple, lorsque l'on considère Gampopa, au moment de partir en parinirvana, il dit que dans le futur, toutes les personnes qui n'ont pas pu me rencontrer, mais qui souhaitent me rencontrer, eh bien, n'ont qu'à lire le précieux ornement de la libération, ainsi que la précieuse guirlande du précieux chemin. Donc, quiconque lit ces deux ouvrages, eh bien, sont comme si véritablement rencontré. C'était équivalent à me rencontrer que de lire ces deux ouvrages. Mais ça ne contredit pas le fait que Gampopa lui-même a transmis à ses disciples pour perdurer la lignée, comme notamment au travers de ces quatre principales lignées, quatre principales lignées de Gampopa, dont un des détenteurs était Pamojupa. C'est pourquoi
Donc les deux ne sont pas du tout contradictoires. Il y a d'une part le fait de préserver au travers une œuvre, et puis le fait de désigner un représentant vivant pour succéder à ces activités. Alors ensuite, comme on a vu, lorsqu'on parle de lignée ici, la lignée des héritiers patriarches, on a vu qu'il y a des différences suivant les descriptions. Et par exemple, si on suit la tradition Mulasarvastivada, c'est une transmission qui est bien connue au Tibet. Et donc dans cette tradition, il y a le fait qu'un maître qui transmet complètement les enseignements à des disciples, il est considéré comme étant comme le détenteur de ces enseignements. Et il va être donc inscrit comme étant dans une figure principale de la lignée de transmission. Mais comme on a évoqué également dans d'autres récits, le souci c'est la lignée du Vinaya, la lignée des maîtres qui donnent les vœux de Vinaya. Et donc c'est vraiment les principaux maîtres qui transmettent ces vœux sont considérés comme étant donc le chef de lignée. Et comme on a vu aussi, par exemple en suivant la lignée historique, comme dans la tradition Chan, les maîtres qui vont faire figure dans la lignée, eh bien, ce qui importe ici, c'est la lignée de réalisation ou alors la lignée de bénédiction. Donc l'importance dans ces récits historiques, c'est l'accent est mis sur les réalisations du maître ou les bénédictions. Ensuite, on continue le plan de la dernière fois. Donc après la description de la tradition du Nord, on va aborder la tradition tibétaine. Alors comme évoqué la dernière fois, d'une façon générale, dans les grandes lignes, il y a beaucoup de similitudes entre la tradition du Nord et la tradition tibétaine. Mais lorsqu'on regarde dans les détails, il y a des différences notables. Et donc, on va en particulier voir ce qui est caractéristique de la tradition tibétaine lorsqu'on parle des héritiers patriarches. Donc ça me semblait être un point important, donc on l'aborde là. Alors, d'après la tradition tibétaine, là on voit la lignée. Alors, tout d'abord, donc suivant la tradition Mulasarvastivada, en se référant au Vinaya des sujets mineurs dans la tradition Mulasarvastivada, donc dans ces sutras, des sujets mineurs, voilà les héritiers patriarches. Un, Mahakashyapa, 2, Ananda, 3, ensuite, donc il y en a 7, pardon. Donc dans la tradition tibétaine, on a l'habitude de dire, on parle des 7 patriarches. Mahakashyapa, Ananda, Sanavasa, Upagupta, Titika, Krishna, Sudarsana. Et la citation. Voilà la citation. Donc la citation, c'est Ananda qui parle dans ces citations. Donc dans les grandes lignes, on ne va pas citer mot à mot cette citation. Mais ici, ce qu'il dit, c'est que le Bouddha, avant de partir au Parinirvana, a confié la responsabilité à Mahakashyapa,
Ensuite, Mahakasyapa, quand il est parti en Parinirvana, il m'a confié, puisque là c'est Ananda qui parle. Et puis il dit, moi aussi je suis sur le point de partir en Nirvana. Donc toi aussi, fils, maintenant c'est à ton tour de que revient la charge de protéger les enseignements et d'être diligent dans la pratique. Donc ça, c'est Ananda qui dit ça. Et donc là, dans cette citation, il s'adresse probablement à Shanavasa. Non, pardon. C'est pas Ananda qui parle. Dans cette citation, donc c'est Shanavasa qui s'exprime dans cet extrait. Et là, il dit, moi, et là, il confie la charge à Upagupta. Donc, dans ce récit, Mahakasyapa transmet à Ananda. Ananda, qui est le maître de Shanavasa, donc lui transmet cette responsabilité. Et Shanavasa, qui est sur le point de partir en Parinirvana, transmet à Upagupta. Et Upagupta, ensuite, va transmettre cette responsabilité d'héritier patriarche à Ditika. Et Ditika le transmettra à Krishna, qui transmettra à Surdasana. Donc ça, c'est par rapport au sutra des sujets mineurs. Sutra des sujets mineurs dans la tradition Mula Sarvasivada. Et dans ces 7, donc voilà les 7 héritiers patriarches suivant le sutra des sujets mineurs. Donc de Mahakasyapa jusqu'à Didika, il y en a 5. D'accord? Donc ça colle lorsqu'on considère ces 5 avec l'Asoka Avadana, ainsi que, comme on avait évoqué, les chroniques de la transmission du Dharma. Donc dans l'Asoka Avadana, on retrouve Mahakasyapa, Ananda, Shanavasa, Upagupta et Didika. Pareil dans les chroniques de transmission du Dharma. Et par conséquent, on pense que ces 5 premiers héritiers patriarches, donc on peut les considérer comme de façon fiable. Mais ensuite, là où ça va différer, c'est que dans le Mula Sarvastivada, en fait, on nomme Ditika et Krishna. Donc là, ça colle plus avec les 2 autres sources. C'est pourquoi, alors, qui sont ces 2 derniers, Krishna et Sudarsana, les 6e et 7e? Tout d'abord, Krishna,
Krishna, Narpo c'est en tibétain, Krishna donc Krishna, donc c'est le nom d'un dieu, n'est-ce pas? Mais au tibétain, on le traduit par Narpo. Donc l'Arat Krishna est dit être né dans la région d'Anga, dans l'Est, fils d'un riche marchand. Alors, il n'y a pas que dans la tradition Mulasarvastivada, donc dans les sutras des sujets mineurs de la tradition Mulasarvastivada, qu'on dit que Krishna fait partie de la lignée des héritiers. Par exemple, même si dans certains récits, il n'apparaît pas du tout, Krishna n'apparaît pas du tout dans la lignée des héritiers patriarches. Cependant, Krishna, dans certaines descriptions, il y a cette tradition de l'inclure dans la lignée des héritiers. Par exemple, il y a un ancien texte chinois, dans le sutra des sujets mineurs, dans un des sutras des sujets mineurs traduits en chinois, on retrouve également. Donc ce n'est pas que dans les sutras traduits en tibétain de la tradition Mulasarvastivada, mais également dans donc, par exemple, dans un ancien catalogue en chinois sur le Tripitaka, compilé vers les 510, il y a donc cette liste où donc c'est dans le catalogue du Tripitaka. Il y a décrit deux lignées et dans ces listes, on voit apparaître Krishna. Donc il y a dans un des catalogues sur la tradition Sarvastivada. Donc il y a Makasyapa, Ananda, ensuite Madhyanka, Savasana, Upagupta, Tidiga. Alors, dans le sixième, il y a le nom en chinois, on a du mal à traduire, on voit pas, donc on voit. Ensuite, le septième, le neuvième, c'est Krishna. Donc c'est Krishna, dans cette lignée. Dans ce catalogue, vous voyez, la lignée va jusqu'à 9 mètres. Le sixième, on a un doute pour la traduction, mais ensuite, donc les autres, les noms sont clairs. Et le neuvième cité, c'est Krishna. Et donc, par rapport à ce catalogue chinois du Tripitaka, on voit que Krishna est également dans la lignée des héritiers patriarches. Aussi, il y a un autre catalogue qu'on a un Bouddha Bhadra. Donc c'est probablement un maître indien, Bouddha Bhadra, 4e siècle à peu près. Donc un maître indien qui est venu en Chine. Donc d'après Bouddha Bhadra, donc on a Ananda, Madhyantika, Shasna, Upagupta, Vasumitra, Krishna. On retrouve Krishna en 7e. Donc là, dans la diapo, on voit rapidement les 7 mentionnés, le 7e étant Krishna. Et donc là, c'est deux anciennes descriptions qu'on vient de voir là dans les diapos. Dans ces deux descriptions, on retrouve Krishna
suivant les textes chinois. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que il était définitivement un maître qui est apparu tôt dans dans la tradition Sarvastivada. Mais donc ensuite, no- le maître Sudarsana, donc si on se réfère à l'histoire du bouddhisme en Inde du maître Taranatha, Sudarsana est né dans, dans une caste Pandu, dans l'ouest du Bharukakha. Donc, Sudarsana, toujours en se référant dans l'œuvre de Taranatha, l'histoire bouddhisme indienne, donc Sudarsana, on a dit, on ne le retrouve pas dans ce Ashoka Avadata et d'autres références, mais ici, donc là où on vient d'entendre le nom chinois de Sudarsana, donc il vient du Cachemire, donc son nom Sudarsana. Donc on raconte que donc dans l'Asoka Vadana explique donc lorsque l'Asoka Vadana explique les circonstances de la vie de Upagupta, on raconte Sudarsana, et notamment dans le fait que au Cachemire, il y avait un moine, Sudarsana, qui avait atteint un quatrième niveau de méditation mondain, et que il était vénéré par un roi Naga, et que à cette époque, il y a eu d'un seul coup une sécheresse qui s'est abattue à Mathura. Et Upagupta, à ce moment-là, pensait que c'était le signe de discipliner le roi Naga. Et il lui donne notamment l'ordre de ne pas faire tomber la pluie pendant 12 ans. Et des personnes comprenant cela, donc on était un peu triste, abattu en se disant qu'il ne va pas pleuvoir pendant 12 ans. Et donc en racontant cela, la population était un peu dans la confusion et demanda à Upagupta de refaire venir la pluie. Mais là, Upagupta il dit qu'il suffit de prier le moine Sudarsana au Cachemire. Et donc la population locale missionne des personnes pour demander à Sudarsana de faire tomber la pluie. Et Sudarsana, par des pouvoirs miraculeux, apparaît à Mathura, fait tomber la pluie. Et puis à ce moment, ils ont dit, oh, ce Sudarsana, ça doit être vraiment un super maître, il doit être supérieur à Upagupta. Parce que Upagupta a même demandé à la population d'aller voir Sudarsana pour faire venir la pluie. Il voit que Sudarsana a le pouvoir miraculeux de faire revenir la pluie. Donc beaucoup de gens vénèrent Sudarsana. Et lorsque Sudarsana revient à Mathura, en faisant ainsi tomber des pluies abondantes, beaucoup de gens se mettent à le suivre.
Et lorsque Sudarsana voit que Upagupta, il n'a pas beaucoup de disciples, mais alors que lui, d'un seul coup, beaucoup viennent le suivre, le vénérer, et il éprouve de l'orgueil, il ressent de l'orgueil, et il se dit, oh, je n'ai pas encore réalisé le fruit de l'arat, puisque j'éprouve de l'orgueil. Un arat n'éprouve pas d'orgueil, et là, j'éprouve de l'orgueil, donc je n'ai pas encore atteint le fruit de l'arat. Et Sudarsana, ressent cela, il en est attristé et se prosterne devant Upagupta et lui demande des enseignements. Et dans un premier temps, Upagupta le gronde, il lui dit « Tu ne respectes pas correctement les préceptes et malgré ça, tu éprouves de l'orgueil. » Donc il le gronde un peu. Mais à la fin, il lui donne les enseignements. Donc, comprenant la valeur de Sudarsana, donc il le gronde dans un premier temps, mais il l'enseigne, et au final, Sudarsana également atteint l'état d'Arat. Donc il y a ce récit qui montre le lien de maître à disciple entre Upagupta et Sudarsana. C'est pourquoi ce lien de maître à disciple entre Upagupta et Sudarsana fait que on comprend pourquoi il apparaît, Sudarsana apparaît dans la lignée des héritiers, Sudarsana. Alors, il y a un expert chinois, Yin Shun, qui a vécu pendant la période du Kuomintang. Et par ses recherches, il a identifié le Sudarsana mentionné dans le texte Asoka Vadana comme étant le même que le Sudarsana qui est mentionné dans la lignée des héritiers patriarches dans le texte de tradition Sarvastivada, donc les sutras sur les sujets mineurs. Il dit, de ses recherches, il identifie comme étant le même. Sudarsana mentionné dans l'Ashokavadana, c'est le même que celui mentionné dans les sujets mineurs de la tradition Sarvastivada. Et donc il y a une œuvre de recherche qui s'appelle Recherche sur l'histoire et la géographie bouddhiste. Et donc dans cette œuvre de recherche, il mentionne aussi, il affirme aussi que la transmission sur 7 générations dans la tradition du Mula Sarvastivada, elle n'est pas correcte. C'est une invention d'une certaine façon. Et il donne... il dit c'est une invention, ça ne correspond pas à une réalité historique. Et il donne plusieurs raisons à cela. D'après cet expert chinois, Yin Shun, il dit cette présentation de la lignée en 7 générations, là qu'on avait vu en début de session, il dit c'est fabriqué, ça ne correspond pas à la réalité historique, et il donne plusieurs raisons. Une, il dit, lorsqu'on regarde la transmission de Mahakasyapa au maître Mahakasyapa jusqu'à Didika, donc les 5 premiers, ça correspond à Ashoka Avadana. Donc au début, ça correspond. Mais, donc d'un côté ça correspond, mais d'un autre côté, le fait que Upagupta et Sudarsana soient contemporains, ça ne colle pas avec l'Ashoka Avadana. Comme on a vu dans le sutra des sujets mineurs, Upagupta et Sudarsana sont contemporains parce que il y a une relation de maître à disciple entre les deux qu'on a vu dans ces récits. Et donc ça ne colle pas avec Ashoka Vadana.
Et aussi, autre point d'incohérence porte sur Shanavasa, qui faisait partie des principaux arats dans ce deuxième conseil, le conseil des 700. Et dans les sujets mineurs, Sutra des sujets mineurs, le deuxième conseil apparaît à peu près autour de la quatrième génération des héritiers patriarches. Et donc là, ce qu'il dit, c'est que Shanavasa, qui figure dans les héritiers patriarches, il doit être au deuxième conseil, le conseil des 700. Et par conséquent, il y a une incohérence de date, puisque on considère le fait que le deuxième conseil s'est tenu à peu près 110 ans après le parinirvana du Bouddha. Donc ça, c'est la deuxième incohérence qui met en avant. Il y en a encore une autre. Alors dans l'œuvre Ashoka Avadana, on dit que Upagupta rencontre le roi Ashoka. Donc ça se produit à peu près une centaine d'années après le parinirvana du Bouddha. Mais d'après les sutras des sujets mineurs, qui présentent en 7 générations la lignée de transmission des héritiers patriarches, donc après avoir présenté cette lignée en 7 générations, c'est mentionné que c'est Sudarshana qui est contemporain du roi Ashoka, avec cet espace de temps de 110 ans qui suit le parinirvana du Bouddha Shakyamuni. Donc, d'accord, d'un côté, les 5 premiers patriarches, héritiers patriarches, il n'y a pas de souci, ça colle. Donc c'est en accord avec... mais les deux derniers, les 6e et 7e, donc ça cause beaucoup de complications avec les autres textes. Ça apporte de la confusion dans les travaux de recherche historique. En bref, ce qu'il dit, c'est que donc ces sutras des sujets mineurs, sur la tradition Susastivada, ce n'est pas crédible que Sudarshana et Upagupta soient contemporains, comme c'est si on se réfère notamment à l'Ashoka Vadana. Donc, ce que dit cet expert chinois, je ne suis pas en mesure de pouvoir confirmer ou pas. À mon avis, le fait qu'il fait le lien entre le Sudarnana du deuxième conseil et celui comme étant l'héritier patriarche, donc cette liaison, je pense qu'on n'est pas en mesure de pouvoir l'affirmer. Et donc les autres raisons que donne cet expert sont liées au moment où s'est tenu le deuxième conseil. En fait, le problème qu'il y a, plus spécifiquement dans ces descriptions, il y a un point délicat. Donc lorsqu'on lit les sujets mineurs, on dit ces grands êtres sont tous entrés dans le nirvana, 110 ans s'étaient écoulés depuis le parinirvana du Bouddha. Et il y a en fait dans ces descriptions, il y a un mot qui prête confusion, qui est donc, dans cet extrait des sujets mineurs, on dit que
il y a 110 ans s'est écoulé entre la succession de ses héritiers et que après les enseignements du Bouddha déclinent. Et là, en fait, dans ce passage-là, il y a notamment un mot qui est délicat à traduire. Il y a un terme qui pose problème. Donc il y a le mot sanskrit yadasit qui peut signifier, donc, suivant le contexte, soit quand ou soit à ce moment-là. C'est un terme donc qui dépend du contexte. Donc, le, donc là, en fait, par la façon dont on traduit ce terme sanskrit, donc on peut comprendre soit euh, que que Upagupta a donc dans les prophéties du Bouddha, et donc il y a cette prophétie que Upagupta apparaît 110 ans après le parinirvana du Bouddha. Et donc ça contredit ce passage des sujets mineurs si c'est traduit tel qu'on vient de le lire. Parce que là, donc, ça va impliquer que dans une période de 10 ans, en fait, tous ces héritiers, en fait, passent en parinirvana sur cette période. Ça paraît incohérent. Donc, entre 100 ans après parinirvana du Bouddha et 110 ans, donc ça tombe à peu près, 110 ans, c'est à peu près la période où on situe le deuxième conseil. Et donc, sur cette période de 10 ans, que plusieurs héritiers du Dharma passent en parinirvana, c'est bizarre. Enfin, ça paraît pas plausible. Et concernant cela, dans l'histoire du bouddhisme en Inde, de Taranatha, donc Taranatha dit que le deuxième conseil s'est tenu 110 ans après le parinirvana, mais que certaines écoles affirment qu'il s'est tenu 210 ou 220 ans après le parinirvana. Et ensuite, la difficulté, c'est que sur tous ces passages qui mentionnent des durées et des dates, il y a ce terme sanskrit, donc suivant la façon dont on le traduit, dont la compréhension est différente. Donc, par exemple, dans le Sutra des sujets mineurs, on dit que 110 ans après le parinirvana du Bouddha, s'est tenu le deuxième conseil. Mais suivant d'autres écoles, même dans les sutras, on donne d'autres dates. Et dans certains manuscrits indiens et textes historiques, on dit que Ditika et Ashoka étaient contemporains et que le deuxième conseil aurait eu lieu après le décès de Sudarshana et du roi Ashoka.
Donc certaines écoles, par exemple, disent que le deuxième conseil ne s'est pas tenu 110 ans après le parinirvana du Bouddha, mais 110 ou 120 ans après. 210 ou 220. Mais alors ensuite, ce qu'il faut savoir en plus pour compliquer les choses, c'est que à l'époque, il y avait cette tradition en Inde de compter les demi-années. Donc d'utiliser le terme année pour désigner des demi-années. Et si on suit cette logique, on retombe d'une certaine façon sur nos pieds, parce que cette description, ces écoles qui disent que le deuxième conseil s'est tenu 210 ou 220 ans après le parinirvana du Bouddha, si on considère que c'est des demi-années dont on parle, on retrouve l'accord avec le fait que dans les textes Stavartevada, on parle du conseil qui s'est tenu à 110 ans. Donc là, les dates collent. Et dans d'autres textes, on dit que 50 après, que Upagupta vient au monde 50 ans après le parinirvana du Bouddha. Eh bien ça, par exemple, comme on trouve dans le Gautam Sayojana par le maître Indriyadatta, le fait de dire que Upagupta y apparaît 50 ans après le parinirvana du Bouddha et que la succession des héritiers patriarches s'est achevée 110 ans après, et donc tout ça, en fait, ça entre en contradiction avec, d'une part, les prophéties du Bouddha, mais également des sources historiques indiennes qui font autorité. Donc ça, c'est quelque chose que souligne notamment le maître Taranatha. Alors ensuite, deuxième point. Donc on va avoir un autre texte. Et donc là, je pense que c'est bien de les voir aussi. Donc, vous vous rappelez la lignée des 24 héritiers patriarches. Donc d'abord, abordons cette lignée des 24 patriarches qu'on avait évoqué la dernière fois dans les chroniques de la transmission du Dharma en chinois, le texte traduit en chinois des chroniques de la transmission du Dharma. Donc ces chroniques, elles n'ont pas été traduites en tibétain. Comme ce texte n'est pas en tibétain, il est difficile. Donc, mais même si ce texte n'a pas été traduit en tibétain, cette lignée des 24 héritiers patriarches figure en tibétain. Par exemple, dans l'histoire du Dharma du maître Bouton, dans un commentaire sur les voyages à Lanka, donc il y a un passage qui commence par cette citation: après que le Sugata soit entré dans le Nirvana, qui détient le véritable enseignement? Donc il y a cette question. Et ainsi, de façon similaire au passage donc il y a avec cette phrase qui revient: après que le Sugata soit entré dans le Nirvana, qui détient le véritable enseignement? Donc cette question revient et on énumère ainsi les héritiers patriarches en commençant par le Bouddha Shakyamuni. On va jusqu'à Dittika. On évoque 19 successeurs de Vibhaga jusqu'au moine Simha. Donc Simha, on retrouve ce même nom dans les chroniques de la transmission du Dharma. Donc même dans ces textes en tibétain, on retrouve une correspondance par rapport à la lignée donnée dans les chroniques de la transmission du Dharma.
Et aussi, comme indique le Go Tsawa Shenupal dans les œuvres intitulées Les Annales Bleues, il y a deux, donc, il y a deux commentaires sur les voyages à Lanka qui existent dans le Tengur, dans la version tibétaine du Tengur, les Shastras. Et il semble qu'il y a un commentaire qui n'est pas inclus dans le Tengur. Donc c'est ce que mentionne dans les annales Golo Tsawa Shenupel. Et notamment dans le Tengur, il y a deux ouvrages. Il y a le commentaire sur les nobles voyages à Lanka par le maître du Cachemire, Jana Shrivavra. Oui. Et puis, il y a le commentaire sur les nobles voyages de Lanka, appelé l'ornement du Tathagata Garbha, et traduit par le maître chinois Jnana Vajra. Et et ce que dit Golo Tsawa Shenupel, c'est que dans ces deux commentaires, par ces deux maîtres différents, il n'a trouvé aucune explication sur les 24 héritiers patriarches. Et donc, il évoque le fait qu'il existe peut-être une traduction chinoise du commentaire sur les voyages à Lanka. Puisque dans les écrits en chinois, on retrouve cette lignée. Et notamment dans le commentaire sur les voyages à Lanka par le maître chinois Bo Chen, dynastie Shung. Donc il y a un passage où il y a la phrase « Qui défendra les véritables enseignements ?» Et là, il est mentionné « Cela provient du sutra de la grande illusion et des chroniques de la transmission des enseignements. » Et donc là, dans cette œuvre-là, les héritiers patriarches ne sont pas mentionnés, mais ils mentionnent les chroniques de la transmission des enseignements du Dharma. Et donc, ce maître... Et donc, ça fait s'interroger sur le fait que qu'il puisse y avoir un commentaire annoté au Tibet, qui a été apporté au Tibet. Donc on parle d'un grand commentaire, un commentaire annoté détaillé qui aurait été apporté au Tibet, duquel on a pu retrouver et mentionner les différents mètres de cette lignée de transmission en 24 mètres. Alors, donc, dans les textes tibétains, on retrouve donc cette tradition des 24 héritiers patriarches. Donc, c'est pas très clair d'où vient, de quelle tradition vient, mais il y est mentionné les 24 héritiers patriarches, et ce que mentionne, ce qui est mentionné dans le catalogue du Kangur de l'édition d'Ergué de Situ Penchen, donc il est mentionné que cette présentation des 7 héritiers patriarches apparaissent dans des fragments du Vinaya. Mais cette transmission au travers des 24 héritiers patriarches, là, elle est caractéristique de la tradition du grand véhicule.
Et donc ce qui est mentionné donc dans ce catalogue intitulé Le jeune trône euh, de lumière de la lune qui ouvre pleinement le lys. Bref, dans cet extrait, ce qui est dit, c'est que dans les extraits les commentaires sur ces voyages à Lanka, on parle principalement des 7 premiers héritiers patriarches, mais la longue lignée, elle est vraiment caractéristique du grand véhicule, du Mahayana. Ensuite, il y a un texte en tibétain, un document qu'a obtenu à nouveau donc Goshenupel. Alors c'est un manuscrit qui est incomplet. Il manque le début, il manque la fin, mais il a été traduit en chinois par Goshenupel. Et ce document qui se trouve aujourd'hui dans la section divers de Tengyé de Dergyé, du Tengur de Dergyé. Donc ce texte incomplet nommé la transmission de l'enseignement, figurant dans la section divers. Alors, comme le texte n'est pas complet, les deux premiers héritiers patriarches, notamment donc Mahakasyapa et Ananda, ne figurent pas. Donc la logique est que ils doivent être mentionnés. Mais comme on n'a pas le début du texte, on ne peut pas l'affirmer, même si ça paraît de bon sens. Donc dans ce texte incomplet, la lignée commence à partir de Madhyantika. Donc, et donc, par rapport à ce texte, ça va en accord avec ce que Taranatha mentionne, comme quoi, dans la tradition du Cachemire, Madhyantika, en fait, il y avait ce souci d'inclure Madhyantika comme faisant partie des héritiers patriarches. Puisque donc dans ce texte incomplet, on retrouve Madhyantika, Sanavasa, Upagupta, Dittika, etc. Donc ça commence par Madhyantika, ne figure pas, comme le texte est incomplet, Mahakasyapa et Ananda, mais on suppose que c'est eux qui démarrent la lignée. Et cela, ça correspond également donc à la lignée des héritiers patriarches mentionnés dans le 6e verset de l'œuvre intitulée Les versets résumés de l'Ekotaragama. Et donc sur un passage on est mentionné que la lignée passe par Mahakasyapa, puis Ananda, puis ensuite Madhyantika, ensuite Savasana, ensuite Upagupta, ensuite Rakshita. Donc là, Upagupta, il a il a un autre nom, mais c'est un de ses noms. Ensuite, il y a un nom qui est pas très clair. Donc, c'est le nom, on dit celui qui est né dans le pays de Taxasila. Mais donc l'expression est difficile à comprendre, est difficile à traduire. Même si dans les grandes lignes, on peut dire celui qui est né dans le pays de Taxasila, mais en fait, lorsqu'on regarde vraiment les termes, il y a comme une erreur. Est-ce que ça vient du texte d'origine Et ici aussi, le maître Sanavasa est traduit différemment en tibétain. Et le nom Buddhimitra correspond à Dittika. Et donc, dans ce texte-là, il est dit, toi aussi appelé fils de Taxasila, jusqu'à ce que tu n'aies plus de pensées toxiques, etc. Alors, donc, Datanti, c'est Pataliputra. Dodis, non, ce n'est pas Pataliputra.
Donc il y a différentes interprétations, en quoi qu'il en soit, sur ce sujet, sur ce maître. Et quoi qu'il en soit, donc la lignée donnée dans les deux traductions évoquées, ainsi que euh, on peut comprendre. Donc malgré les différences, on peut comprendre que dans tous ces textes-là, fondamentalement, ça vient de la tradition Sarvastivada. Il y a vraiment une cohérence qui suit le courant Sarvastivada. Et donc, si on peut se dire que c'est voilà ces différences, ça peut venir que dans certaines écoles Sarvastivada, donc il y a eu le souci d'inclure tel ou tel maître, etc. D'autres non. Est-ce que on peut et ce qu'on peut noter en particulier, donc il y a un point intéressant dans tout cela, c'est que le dernier héritier patriarche, c'est Simha. Et Simha, en fait, il est connu également comme étant, dont on retrouve, si vous vous souvenez, le nom de Simha comme dernier maître dans la lignée de transmission. Et, et également, lorsqu'on mentionne le dernier patriarche Sudarsana, Sudarsana est également connu sous le nom de Simha, ce qui le rend, en fait, donc ça le rend identique au dernier Simha qui apparaît dans les chroniques de la transmission du Dharma. Et aussi, Sudarsana est apparu 300 ans après le Parinirvana et après le décès d'Asoka. Alors, d'après l'œuvre de Kunchen Pema Karpo, Sudarsana n'apparaît pas dans les commentaires des voyages de Lanka. Et si on se réfère au sujet mineur, qui mentionne une lignée de 4 mètres, si Sudarsana et Simha sont considérés comme étant pareils, comme étant les mêmes maîtres, donc de là, comme dans la longue lignée, on mentionne Nagarjuna, il y a une cohérence dans le fait que Nagarjuna apparaît 400 ans après le parinirvana du Bouddha. Donc ça colle avec la prophétie. Mais ensuite, donc ceci dit, dans cette longue lignée où on mentionne Nagarjuna, il est possible que ce soit en fait une lignée qui est liée à la transmission de ce sutra. Donc peut-être que donc cette lignée des 24 mètres n'est en fait que fait référence que la lignée de transmission de ce sutra des voyages à Lanka. Donc, et par conséquent, nous, dans notre propre transmission, on reste sur le... donc, peut-être qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Et on continuera la suite la prochaine fois.